Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme nous le savons tous, chaque film est constitué de plans qui sont eux-mêmes constitués de mouvements différents, et ce pour de nombreuses raisons. Le but pour nous aujourd'hui, ça va être de catégoriser dans les grandes lignes les divers mouvements de caméra qui sont effectués sur un plateau. Alors on va énumérer le matériel pouvant être utilisé, les raisons qui vont pousser justement à faire le dit mouvement et surtout constater si finalement la simplicité n'est pas la meilleure façon de créer un chef-d'œuvre. Alors sans plus attendre, commençons avec le premier mouvement de caméra qui n'en est techniquement pas un, le plan fixe. Mia, Me. why are you so interested in big man's wife? Well, he's going out of town to Florida, and he asked me if I'd take care of her while he's gone. Take care of her? No, man, just take her out, show her a good time, make sure she don't get lonely. Alors, on l'obtient communément en plaçant la caméra sur un trépied en direction du ou des sujets. C'est très souvent utilisé pour les dialogues, comme dans l'extrait précédent. On pourrait même se dire que c'est aussi dicté par une certaine facilité, un manque de budget. Mais selon moi, c'est surtout pour donner le temps au spectateur d'apprécier la composition d'une scène. La performance de l'acteur aussi, ce qui est d'ailleurs la marque de fabrique des films de Quentin Tarantino, et la raison pour laquelle un film comme Pulp Fiction reste encore culte aujourd'hui. Mais l'une des raisons qui pourrait pousser à rester statique, et que je préfère, c'est cette volonté de vouloir piéger un personnage, et donc de donner cette illusion au spectateur qui n'a d'autre choix que d'observer la scène en étant totalement impuissant. Ça a pour effet de créer un fort sentiment d'inconfort, comme dans le film de Batman de 2022. Le film vient juste de commencer et on se sent déjà acculé. Alors ceci c'était pour le plan fixe, mais voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'on le combine à un mouvement plus rapide, tel que dans cet exemple. But my hands are registered as lethal weapons. That means we get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. And I think all that lethal weapon horse shit is just an excuse so you dancers never have to get in a real fight. Okay. Ce que vous venez d'apercevoir s'appelle un whip pan, autrement dit un déplacement rapide de la caméra sur l'axe horizontal. Très apprécié dans la comédie, comme dans ce cas précis, ce dernier sert à intensifier la provocation mutuelle des deux acteurs. L'un provoque, puis la caméra bouge rapidement vers la deuxième personne, comme si l'on vivait la scène en direct, comme si l'on attendait avec impatience la réponse de Brad Pitt en l'occurrence. Mais on l'adore aussi dans un registre plus dramatique, comme dans cette scène finale du film Whiplash de 2014. Cette fois-ci, la technique du whip pan accentue le rythme de la musique et la relation entre Andrew et Fletcher qui, après une histoire plus que toxique, trouve finalement ce qu'on pourrait appeler un terrain d'entente. Nous l'avons vu, le whip pan est très rapide, bien que le pan de base, qui lui est très lent, est plus indiqué par exemple pour montrer un décor, suivre un acteur, qu'il marche ou qu'il court, mais dans tous ces exemples, la caméra reste à un point fixe. Alors pour ce faire, vous avez plusieurs options, soit un trépied, un steadicam, un Trinity, tant que la caméra n'avance pas avec le sujet, c'est bon, car dans cette éventualité, il se pourrait qu'il s'agisse en fait d'un tracking. Ce mouvement nous donne certaines informations, comme l'endroit où se dirige le sujet, ce qui pourrait par exemple permettre l'introduction d'un personnage encore plus important, et bien sûr la raison pour laquelle il va voir ce dernier. Évidemment, ce n'est pas la seule façon qu'on a de suivre un acteur, il existe aussi ce qu'on appelle le tracking. Cette fois-ci, le suivi se fait sur l'un des côtés du sujet. Dans cette scène, ce mouvement nous fait parfaitement ressentir cette oppression grandissante et cette impression de rejet. Au niveau du matériel, plusieurs possibilités, avec un dolly monté sur des rails, un système de stabilisation comme un Steadicam ou encore un Trinity, et peut-être même à main levée, bien que ce dernier choix n'est point celui qu'on préfère. Et en parlant de dolly, celui-ci remplit parfaitement son rôle dans une autre variation, l'arc. Personally, I can do without her. I used to like her early stuff, Borderline. When she got off into that Papa Don't Preach phase, I tuned out. But you guys are like making me lose my train of thought here. I was saying something.
Comme toujours, les raisons pour l'utiliser sont diverses. Il convient très bien lorsqu'il s'agit d'accompagner une conversation, comme dans l'extrait précédent, mais aussi adéquat pour démontrer la détermination froide et puissante d'un antagoniste, comme dans cet extrait du film Equalizer. Par contre ici, je ne pense pas qu'on puisse obtenir ce résultat avec l'aide d'un dolly parce que je ne vois pas de système de rail, mais plutôt à l'aide d'un bras extensible ou encore avec du motion control, commandé à distance en l'occurrence, et peut-être même un steadicam habilement manié. En tout cas, l'arc, vous l'avez compris, peut se faire de deux façons, que ce soit sur le côté pour une discussion ou encore par le dessus. Ça peut être très intéressant comme effet, un poil compliqué on va dire parce que ça demande quand même une technique assez folle, mais dans tous les cas l'effet est vraiment époustouflant. Pour ce qui est à présent du prochain mouvement de notre liste, nous allons parler du tilt. Cette fois-ci, la caméra bouge sur l'axe vertical dans le cas du film Inception. Le déplacement se fait de bas en haut pour donner une information sur l'échelle de la ville, mais sachez qu'il peut s'effectuer aussi de haut en bas. La plupart du temps pour l'effet inverse, que le spectateur prenne conscience de la petitesse du sujet, ou encore de sa vulnérabilité. Niveau matos, un trépied fait très bien l'affaire puisqu'on a un contrôle absolu, mais le motion control est aussi possible, tout comme un autre système de stabilisation. Ça peut même se faire main levée, mais j'avoue que ça donnerait un effet un peu brouillon. D'ailleurs, ce principe de l'aléatoire est un mouvement en soi qu'on utilise lors des scènes d'action pour justement intensifier le mouvement, donner une immersion plus importante ou pour donner un effet de reportage. Cependant, c'est loin d'être mon préféré, c'est pour ainsi dire ce qui m'a fait perdre tout intérêt pour le film Cloverfield, en dépit que ce fut un succès véritable. Selon moi, c'est une question d'équilibre. Un enchaînement de plans filmés différemment permet une meilleure expérience, autant pour l'équipe de tournage que pour le spectateur, parce que si tu restes dans le même mouvement, dans la même continuité, les choses deviennent très vite redondantes et donc lassantes. À noter évidemment que c'est assez subjectif, le cinéma étant une forme d'art, tout le monde arrive à trouver un registre qui lui plaît plus qu'un autre, ça c'est clair. Et à présent, afin de terminer en beauté, nous allons parler de techniques qui se confondent assez facilement. On a tout d'abord celui-ci comme exemple. Puis celui-ci. Le premier exemple est ce qu'on appelle un push-in. On l'obtient en avançant la caméra sur un axe droit à l'aide d'un dolly, et le deuxième est un mouvement interne et non externe de la caméra, c'est-à-dire que cette dernière reste fixe, mais que la distance focale change totalement. C'est juste en fait cette subtilité qu'il faut noter entre les deux, mais sachez que pour les deux cas, l'action peut se faire en avant comme en arrière. Un push-in peut très bien laisser la place à un push-out, comme on peut très bien zoomer dans l'image ou hors de l'image. Et encore une fois, vis-à-vis de la nature du mouvement, vous pouvez deviner dans quel style de film vous vous trouvez. Plus il est lent, plus ça laissera penser que vous êtes dans un registre plus sérieux, et s'il est rapide, il s'agira sans doute de quelque chose de plus humoristique. Bien que ce soit très simplifié, puisqu'il y a de nombreuses exceptions à la règle. Et à présent, la dernière chose que je pourrais ajouter pour conclure, c'est que la simplicité est souvent plus pertinente lorsqu'il s'agit de mouvements de caméra. Personnellement, ce qui va faire qu'un film me plaise vraiment, c'est la qualité des dialogues, le jeu d'acteurs, la richesse du scénario, et que rien ne soit précipité. Les exemples qui me viennent en tête sont Reservoir Dogs, Snatch, Pulp Fiction, Dune, Les Évadés et Blade Runner 49. Ils sont tous très différents mais ont cette qualité de ne pas avoir de mouvement de caméra excessif, on y trouve aussi de bons dialogues et bien sûr une histoire qui est souvent bien ficelée. Ça me fait penser à ce qu'un réalisateur avait dit lors d'une émission, il avait évoqué cette question qu'on lui posait souvent, comment faire pour progresser dans la création de films? Eh bien en regardant des films, d'abord d'un point de vue de spectateur, puis de celui d'un technicien, donc tu vas aller chercher dans les détails comment ils ont fait pour faire l'éclairage de cette scène, pourquoi la caméra va dans ce sens, est-ce que la musique joue un rôle important, bref, vous voyez exactement où je veux en venir. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu, et nous on se reverra la prochaine fois dans un nouvel épisode, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.